Eh bien, bonsoir à tous, à vous qui êtes les fidèles des rencontres des Gobelins. J'introduis ces rencontres aujourd'hui à la place de Marc Bayard, qui en est le responsable et qui nous rejoindra dans quelques minutes au terme d'une obligation. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité qui est l'exposition Le Chic, art décoratif et mobilier français de 1930 à 1960. Et nous avons deux invités de marque. On ne pouvait pas imaginer deux invités plus appropriés à ce sujet. Nous allons donc accueillir et entendre ce soir Monsieur Vincent Darré, donc, qui a assuré la scénographie de cette exposition, et Monsieur Hervé Lemoine, que j'ose à peine présenter en ces murs, qui sont les siens. Monsieur Lemoine étant à la fois le président du Mobilier National, je ne vous apprends rien, et le commissaire général de cette exposition sur le chic. Voilà. Je suis moi-même Emmanuel Pénicaud, donc le directeur des collections du Mobilier National, et peut-être n'est-il pas inutile de replacer cette exposition justement au sein de ces collections du Mobilier National. Il se trouve, c'est une singularité, mais que vous ne verrez dans cette exposition, où vous n'avez vu que des meubles du Mobilier National. Voilà, donc c'est une exposition qui n'est pas faite de près à l'extérieur, hein, comme le sont souvent les expositions muséales, au moins en partie. C'est une exposition qui met en valeur nos collections. Nos collections, vous le savez, ce sont 100 000 biens, voilà, 100 000 objets de différents types, meubles meublants, tapis, tapisseries, qui couvre un très large éventail d'art décoratif français, puisque les meubles les plus anciens et les plus précieux remontent à la fin du XVIIe siècle, et les meubles les plus récents datent d'avant-hier ou même d'hier, puisque nous avons et nous poursuivons une politique d'acquisition très active. Notre mission, au-delà de l'ameublement des lieux officiels de la République, étant naturellement de soutenir la création française. Et vous savez que ces lieux officiels de la République ne sont vus de notre regard que comme des vitrines de la création française. Et c'est pour ça que ce qui pourrait paraître un peu suranné, voilà, cette idée de meubler le premier personnage de l'État ou ses représentants, en réalité se poursuit. C'est une mission qui se poursuit à travers les siècles parce que, encore et toujours, au-delà de la personne qui l'occupe, nous voyons ces lieux comme les meilleurs faire-valoir de la création française en matière d'art décoratif. Et cette création française, elle a été diverse, riche, variée. Vous savez que la France est, dans le monde entier, le pays qui s'enorgueillit d'avoir le plus de style à lui. Il n'y a pas un style français. Bien souvent, quand vous regardez même des pays qui ont dont la civilisation est comparable à la nôtre en termes de rapport à l'objet, eh bien, ce sont des pays qui vont fonctionner avec 1, 2, 3 styles. Voilà. En France, vous avez 30 styles successifs, du style Renaissance jusqu'au au dernier style. Alors aujourd'hui, les classifications sont plus complexes, et nous sommes fiers, j'allais dire, d'avoir donné ces styles au monde. Hein, il n'y a aucun orgueil déplacé, mais vous savez que le style Louis XV, le style Louis XVI sont devenus des standards décoratifs dans le monde entier, et encore aujourd'hui, les copies de style Louis XV et les copies de style Louis XVI enrichissent les marchands d'ameublement dans le monde entier. Voilà, donc nous sommes très honorés de disposer d'une telle collection, et nous sommes très heureux quand nous pouvons la montrer. Voilà. Le Mobilier National n'est pas un musée, donc vous connaissez la maison, vous savez qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle de collection permanente. Il n'y a pas non plus 2 ou 3 ou 4 expositions par an, comme dans un musée relevant de la définition officielle des musées. Mais nous avons cette galerie construite au début du XXe siècle pour montrer nos trésors, et nous nous donnons la liberté de montrer ces trésors quand nous le souhaitons, quand nous le voulons. Alors la dernière exposition, c'était les palais disparus de l'Empire, il y a 2 ans, où nous avons montré quelques-uns des chefs-d'œuvre du mobilier Empire que nous avions. Et puis cette année, donc, nous avons récidivé avec cette exposition qui montre un autre fleuron de nos collections, donc ce mobilier des années 30 aux années 60, une période vraiment charnière qui a vu le mobilier français et mondial passer justement de style bien défini à un style plus international qui sera le design. Et je vais laisser la parole, peut-être pour commencer, à Monsieur Lemoine, qui va nous expliquer un peu le propos général de cette exposition.
Merci, merci beaucoup Emmanuel. Alors, cette exposition, l'idée ou l'envie de la réaliser et plusieurs facteurs, je dirais, justifient ou expliquent ce pourquoi nous avons voulu faire cette exposition. Alors d'abord, le Mobilier National, pour sa mission d'ameublement, vous l'avez compris, donc a de tout temps passé beaucoup de commandes et donc fait de nombreuses acquisitions pour pouvoir justement meubler, décorer ces palais royaux, impériaux, puis nationaux. Il se trouve, cela étant, que notamment au XIXe siècle, on a été plus enclin à peut-être privilégier un style historique qu'on considérait être statutairement celui qui était le plus en rapport avec le lustre de nos ministères et de nos ambassades, c'est-à-dire le style XVIIIe, pour ne pas dire effectivement le style Louis XV. Le bureau Louis XV étant le bureau statutaire du ministre, si l'on peut dire. Voilà. Le bureau Louis XV qui le disputait parfois d'ailleurs avec le bureau Empire, aussi plus prisé des militaires, il faut bien le dire, que peut-être des autorités civiles, mais disons que dans nos collections, on voit quand même la surreprésentation du mobilier 18e et du mobilier Empire. Et la fin du 19e siècle, notamment par exemple l'Art Nouveau, est presque quasiment inexistant dans nos collections. Il y a très peu de choses, très peu de choses. Le Mobilier National passe totalement à côté de l'Art Nouveau et a failli passer à côté de l'Art déco aussi, jusqu'au moment où quand même on s'est rendu compte que quelque chose se passait et que nos dirigeants eux-mêmes, donc ceux que nous meublions, auraient été ou étaient sensibles ou plus sensibles effectivement à une touche de modernité dans leur décor ou dans leur ameublement. Et notamment pour ce qui est de nos ambassades, il y a eu à l'époque le souhait de nouveau de montrer quand même la vivacité de la création française, et c'est pour cela que le Mobilier National a passé quelques commandes un peu tardives d'ailleurs hein, dans l'Art déco, le deuxième Art déco en quelque sorte, et l'exposition s'inaugure d'ailleurs par une pièce typique de cette deuxième époque de l'Art déco, avec un bureau de forme rognon, donc vous voyez, on est quand même dans le vocabulaire du 18e encore, hein, d'une certaine façon, mais voilà, in extremis en tout cas, on rattrape, si j'ose dire, l'Art déco un peu par les cheveux, enfin, ou par les chevilles plutôt, et notamment en 1937, la grande exposition de 1937, alors là on s'en donne un cœur joie, et on fait des acquisitions extrêmement nombreuses qui constituent une très grande partie de l'exposition. Bon. Et après, ça y est, l'histoire, je dirais, de cette commande et de cet intérêt porté, en tout cas la création du temps présent de l'époque, en tout cas, cette histoire est renouée en quelque sorte, et donc on ne va pas cesser de passer des commandes auprès de ces designers, de ces créateurs, de ces ensembliers, comme on le disait, mais Vincent Darré le dira encore beaucoup mieux que moi, voilà, ces ensembliers qui concevaient un décor un peu total dans les années 40, 50, jusqu'aux années 60. Et puis en 1964, comme vous le savez peut-être, on crée ici même au Mobilier National notre propre atelier de recherche et de création pour du mobilier dit design, et c'est à ce moment-là que de nouveau va se tarir, si l'on peut dire, cette source d'enrichissement de nos collections par des acquisitions très importantes. Donc l'exposition, c'est cette tranche d'histoire très particulière qui, de 1930 à 1960, a vu de nouveau le Mobilier National comme un acteur important sur le marché, comme un acteur important donc en termes de commandes auprès des designers, enfin des créateurs, des décorateurs, des ensembliers de l'époque, et c'est ce que nous présentons. C'est ce qui explique aussi que dans nos collections, nous ayons énormément de pièces. Vous en verrez 200 dans l'exposition. Nous en avons probablement plusieurs milliers encore, qui sont aussi de belles factures. Et cette collection donc était tombée, il faut bien le dire, un peu dans l'oubli.
Et quand il y a eu la première crise du Covid, nous nous sommes rendus compte qu'on risquait d'abord, enfin que certains restaurateurs risquaient de pâtir de cet arrêt brutal de leurs commandes, de commandes de restauration, de mobilier, auprès d'une clientèle souvent d'ailleurs anglo-saxonne et américaine d'ailleurs, qui affectionne particulièrement les meubles de cette époque. Et nous avons, grâce à un fonds, enfin un concours tout à fait spécial du ministère de la Culture de plus d'1 million d'euros quand même, concours donc dans le cadre du plan de soutien, si vous voulez, à l'activité lors du Covid. Donc on a pu bénéficier d'une somme considérable, enfin assez considérable, pour restaurer ces pièces que nous avions repérées et dont nous savions qu'elles avaient vraiment, en termes d'histoire de l'art, un très grand intérêt. Ça, j'ai envie de dire, c'est presque la petite histoire. Voilà, c'est ce pourquoi nous avons, en tout cas, ce pourquoi nous avons d'abord beaucoup de pièces de cette époque dans nos collections et ce pourquoi nous avons pu les restaurer. Mais le propos de cette exposition va au-delà de ça, évidemment. Pour nous, et là encore, je pense que Vincent Darré nous en dira beaucoup plus, parce que c'est la raison pour laquelle moi, en tout cas, j'ai souhaité qu'il fasse la scénographie de notre exposition. Ce qui nous a paru intéressant au travers ces pièces, ces créations de cette époque 1930-1960, ce qui nous a paru vraiment intéressant, c'est de ressusciter un peu ces grandes figures des ensembliers, des décorateurs de l'époque, quel que soit le nom qu'on pouvait leur donner. Grandes figures dont les noms ne vous sont pas inconnus. Il s'agit de gens comme Arbus, Leleu, Paco, enfin il y en a beaucoup d'autres. Guy Guichon est un peu moins connu peut-être. Voilà. Mais Royer, Poirat, Raymond Sub, bref, toutes ces grandes figures de l'époque étaient tombés, il faut bien le dire, dans une espèce de purgatoire dont on n'était pas certain qu'ils puissent jamais en sortir. Et la raison pour laquelle ils sont tombés dans ce purgatoire, c'est que leur création, l'aspiration qui les guidait dans leur création à cette époque, s'inscrit quand même dans la droite ligne des arts décoratifs français. Or, il y avait, comme vous le savez, toute une autre frange de la création de l'époque qui, elle, plutôt s'inscrivait en rupture par rapport à ces arts décoratifs français. Et là, je pense plutôt à Le Corbusier, Charlotte Perriand, mais on pourrait dire aussi Prouvé, Jeanneret, bien sûr. Donc il y a un courant un peu sécessionniste, si j'ose dire, voilà, qui va remettre en cause cet héritage des arts décoratifs français. Et d'ailleurs, cette évolution ou cette histoire va se cristalliser au travers un événement bien particulier, qui est la création de l'Union des artistes modernes, auxquels appartiennent les Le Corbusier, Perriand, Jeanneret, etc. Union des artistes modernes qui va donc s'opposer assez fortement à nos créateurs qui, eux, appartiennent toujours, j'ai envie de dire, à la société des artistes décorateurs. Et vous voyez bien d'ailleurs qu'à travers les mots, on voit bien que ce qui s'oppose en fait à la modernité, c'est la décoration. En tout cas, la façon dont les choses sont posées, c'est comme cela. Comme quoi, il y aurait une sorte de fatalité qui aurait voulu, à l'époque, que la modernité, forcément, devait s'opposer à la décoration, voire à l'ornement, etc., etc. Et comme il y a eu une grande postérité, évidemment, en termes de célébrité, à ces artistes et à ces créateurs de l'Union des artistes modernes, que l'on toujours d'ailleurs vénère beaucoup, et à raison, parce qu'ils ont fait des choses aussi formidables, bien sûr, mais nos designers, notamment des années 80-90, tous les grands designers que nous connaissons, les Philippe Starck, etc., et beaucoup de designers d'aujourd'hui encore, très connus, Nathalie Crasset, je pense que autant elle va se prosterner devant un petit tabouret de Charlotte Perriand, je pense qu'en revanche elle aurait une syncope face à un meuble recouvert de galucha. Je caricature un peu les choses, mais il faut bien les caricaturer pour donner un petit peu un côté saillant à la chose, mais bref, beaucoup de créateurs, designers
plutôt contemporains, ne se sont en tout cas revendiqués que de l'héritage des artistes, des créateurs de l'Union des artistes modernes, et ont en quelque sorte rejeté ou oublié, disons, tout l'héritage qu'il pouvait y avoir et tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir eu dans le travail fait par ceux dont nous vous parlons et dont nous avons voulu parler dans cette exposition. Or, et ça c'est vraiment le cœur, l'objet même de cette exposition, c'est de montrer que tout en s'inscrivant effectivement dans la tradition des arts décoratifs français, les créateurs dont nous parlons dans l'exposition ont été aussi porteurs d'une vraie modernité. Voilà. Et c'était ça tout le propos. Et eh bien, très naturellement, du coup, ça m'a amené à souhaiter et à demander à Vincent Darré d'être le scénographe de cette exposition, parce que je trouvais que cette façon de s'inscrire à la fois dans une tradition, mais en même temps de la déplacer sur le terrain de la modernité, me paraissait correspondre assez à sa sensibilité et aussi à la culture et à la connaissance qu'il avait, je sais, de cette époque et des créations, je dirais, de cette époque. Voilà. Donc pour moi, il ne pouvait y avoir qu'un seul scénographe. Ça, je dois dire, j'ai assumé le risque, mais je vois ce que j'ai bien fait de le prendre. Il n'y avait qu'une seule personne qui était capable, effectivement, de porter cette exposition et de faire comprendre le sens du message, ou en tout cas du propos qu'on voulait tenir dans cette exposition, en ne faisant pas non plus, je dirais, une traduction littérale, trop littérale de cet esprit, de cet esprit chic que nous avons voulu montrer au travers de l'exposition. Parce que là aussi, le titre pourrait intriguer. Pourquoi le chic ? Ben, là, c'est devenu très naturellement, je dirais. C'est que voilà, on parcourait, je dirais, nos réserves, et on voyait revenir d'ailleurs de chez les artisans, on voyait revenir ces pièces restaurées, et chaque fois on était là, on disait « Oh, ce que c'est beau, c'est formidable, c'est magnifique, ce que c'est chic ». Voilà. Alors après l'avoir prononcé 25 fois, on s'est dit bah, « Tiens, finalement, comme titre, c'est finalement pas mal ». Et en plus, on trouve que derrière cette idée de chic, on voit bien ce que ça veut dire, le chic français, un certain art de vivre, un certain raffinement, qui n'est pas exclusif, une nouvelle fois, de modernité, d'innovation et même de beaucoup d'humour parfois, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans le chic aussi, et l'humour avec Vincent Darré, ça fonctionne quand même plutôt assez bien également, et une nouvelle fois, en plus, on trouvait que quand on voit une pièce de Perriand, de Le Corbusier, de Jeanneret ou de Prouvé, on peut dire beaucoup de choses, c'est extraordinaire, c'est fort, c'est ce que vous voulez, on dit rarement c'est chic. Voilà, c'est pas chic. Voilà, c'est pas chic. C'est autre chose, mais c'est pas chic. Là, ça, c'est chic. Voilà. Et c'est parce que ça s'inscrit dans cette tradition des arts décoratifs français que c'est chic, d'ailleurs. Voilà. Tout ça pour vous dire, voilà le propos de l'exposition. Donc, et voilà ce pourquoi aussi on a choisi évidemment Vincent Darré pour après ça traduire en volume, en images, en couleurs l'ambition de ce propos, parce que c'est une chose de vouloir d'avoir un sujet, je dirais, ou d'avoir une thèse ou de développer une hypothèse, je dirais, et un propos dans le cadre d'une exposition, mais on sait très bien qu'on peut complètement rater notre effet, si j'ose dire, si la scénographie ne permet pas d'appréhender, de porter ce propos et de l'incarner une nouvelle fois de façon évidemment visuelle, et de l'incarner dans ses volumes, dans ses couleurs, etc. Donc pour nous, il n'y avait qu'un seul choix possible, c'était celui de Vincent Darré, et je ne le remercierai jamais assez d'avoir relevé, malgré, je sais, des agendas extrêmement chargés, parce qu'il a de multiples projets, toujours en création, en gestation, mais on est très très heureux de cette coopération, de cette collaboration qui est une belle aventure et qui se poursuit encore. Voilà. Merci beaucoup Hervé. Voilà, donc Vincent Darré, on vous invite à prendre la parole. Alors, j'avoue que je ne connaissais pas tous les détails de votre biographie, et pour préparer cette séance, nous avons demandé à votre équipe des éléments de biographie pour qu'on puisse vous présenter un peu, et la réponse de votre équipe a été « Mais Vincent Darré a eu de nombreuses vies, et des vies multiples ». Alors, peut-être que ce soir, nous n'aurons pas le temps de présenter toute votre vie ou toutes vos vies, voilà. Je dirais que vous êtes un Parisien,
C'est un élément qui vous caractérise, sans doute. Je dirais que vous êtes un artiste. Je dirais que vous êtes un décorateur. C'est l'actualité de vos activités professionnelles, de fait. Mais vous avez travaillé dans le monde de la mode, que vous connaissez très bien. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait eu, à un moment dans votre vie, un passage du monde de la mode au monde de la décoration et de l'ameublement. Alors, est-ce que peut-être vous pourriez nous expliquer ce qui a justifié ce passage et ce tournant dans vos activités ? Merci et bonjour, bonsoir plutôt à tout le monde. Et oui, je pense que j'ai commencé à travailler dans la mode. Au départ, je voulais être décorateur et costumier de cinéma et de théâtre. Et j'ai commencé des études pour ça, en préparant les arts décoratifs. Mais à cette époque-là, c'était les années 80, et la mode était en fait le mouvement le plus extraordinaire de cette époque, puisque la mode était à la mode, et par contre, bizarrement, le mobilier, les décorateurs, beaucoup moins. Il y avait quelques personnages dont on parlait, les Stark, Garros, Bonetti et beaucoup d'autres, mais ce n'était pas en fait le mouvement de ces années 80. C'était la musique et la mode. Et évidemment, j'ai commencé à sortir et j'ai commencé à rencontrer et à faire des vêtements pour des amis le soir. Et naturellement, je me suis mis dans cette rue et j'ai commencé à faire de la mode avec des écoles, le studio Berceau. Et voilà, je me suis retrouvé dans ce milieu. J'ai travaillé pendant très longtemps dans la mode, pendant 20 ans exactement, en Italie surtout, parce qu'en Italie, il y avait cette chose familiale qui fait qu'on a directement affaire avec les gens qui ont fondé la maison. J'ai travaillé avec Prada, les premières collections, avec Blue Marine, qui vous dira rien non plus, mais qui est une autre marque très connue en Italie, et d'autres. Enfin, je connais plus l'Italie que la France, presque, parce qu'en Italie, j'ai vécu à Rome, à Bologne, à Naples, à Florence, à Milan. Et j'ai travaillé aussi pendant 6 ans avec Karl Lagerfeld comme bras droit pour m'occuper de Fendi, qui est en Italie. Et je suis resté donc 6 ans avec lui. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, je pourrais passer ma vie avec lui parce que c'est un des personnages les plus extraordinaires que j'ai pu rencontrer. Drôle, intelligent, brillant et très cultivé. Mais je pensais que je devais faire aussi des choses de moi-même. Donc je suis parti. On m'a proposé de faire une collection qui s'appelle Moschino en Italie, qui me ressemblait assez parce que c'est un style qui est une dérision de la mode, fait avec humour. Et donc ce qui était amusant, c'est justement cette dérision et pas une chose qui se prend au sérieux. Parce qu'en fait, j'aime mon travail, je le prends au sérieux, mais je n'aime pas que ça soit quelque chose qui se prenne au sérieux. Et que je pense que notre métier, il faut avoir de l'humour, comme disait Hervé. Mais bon, ça, c'est ma vision personnelle. Et puis, après, c'est ça, je me suis retrouvé, je voulais revenir à Paris, j'ai accepté. Vous savez aussi ce qu'il y a, c'est que quand on part dans un cercle, surtout dans la mode, et on le voit maintenant, et c'est très dangereux, on veut une ascension, on veut devenir le directeur artistique. Je l'étais chez Moschino, mais je voulais revenir en France. On m'a proposé de faire Ungaro. Et je n'ai pas vraiment réfléchi, je l'ai fait, que ce n'était pas un style qui me convenait, pas le contraire de Moschino. Et en plus, c'était une maison, ça je ne le savais pas, qui était en train d'être vendue, et on se servait un peu de moi pour faire pour se séparer de Monsieur Ungaro et faire d'autres choses très désagréables. Et à la fin, ça a duré 1 an. J'ai jamais aussi peu travaillé dans une maison que celle-là. J'ai fait 2 défilés, c'était fini. On m'a renvoyé. Et en fait, ça m'a permis, je pense que ça m'a permis de comprendre que la vie peut passer très vite et qu'il faut surtout réaliser ses rêves. Et moi, depuis très longtemps, j'avais un rêve, c'était de monter ma maison. Et cette maison, que j'avais surnommée la maison d'arrêt, qui est un jeu de mots évidemment parce que c'est une prison, mais ça je ne l'avais pas très bien compris. Au départ j'avais un ami, j'avais appelé ça la maison d'art et d'essai parce que le cinéma d'art et d'essai est le 7e art et je trouvais que
la mode et la décoration pouvaient être le 8e art. Et donc, je me suis dit, tiens, ça va être amusant. Et j'avais un ami très snob qui s'appelait François Baudot, qui a écrit d'ailleurs beaucoup de choses sur la décoration. Il m'a dit, oh, on ne peut pas faire de jeu de mots avec son nom, c'est ridicule. Alors j'ai enlevé d'arrêt d'essai, j'ai laissé maison d'arrêt. Et je me suis dit, ça sonne bien. J'ai vu un film à la télé où j'ai vu Jean Gabin sortir de prison. Et je me suis dit, ah bah oui, ça sonne bien, évidemment, c'est la maison d'arrêt. Donc j'ai gardé ça. Et en plus, mes premières collections, donc je me suis mis à dessiner. Au départ, j'étais très inspiré par le groupe Vian Werner Statter, qui était un groupe viennois qui mélangeait le textile, la mode et la décoration. Et je trouvais intéressant de faire dialoguer ces deux univers. Mais en fait, naturellement, je me suis rendu compte que quand on a travaillé 20 ans pour beaucoup de maisons et qu'on a étudié son histoire, qu'on est rentré dans l'historique, qu'on a essayé de le moderniser, qu'on a tout étudié pendant 20 ans, on est totalement usé et on a perdu une part d'innocence et on devient un peu cynique. Si bien que quand je dessinais des vêtements, je me disais ça ressemble à ce que j'ai déjà fait, ça un tel l'a déjà fait, ça c'est ça. Et on devient, moi je suis assez critique sur mon travail et je me suis rendu compte que j'avais plus rien à dire pour la mode. Par contre, dans la déco et dans le design, j'étais totalement libre et je dessinais. Et en fait, c'était des choses que, bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais qu'on n'avait jamais vues. Et enfin, c'est ce que m'ont expliqué après les journalistes, parce que j'ai eu tout de suite beaucoup de succès, parce que c'était une époque assez minimaliste et il n'y avait pas de couleur. Moi, je suis arrivé avec de la couleur très forte et j'ai fait une première collection qui était un hommage à des cabinets de curiosité et qui s'appelait Ossobuco, une collection faite à base d'os. Et donc tout le monde a été assez surpris. Et il y avait une lampe en tête de mort qui s'allumait. Je l'avais appelée Einstein parce qu'il y avait une petite lampe dans la tête. Et ce n'était que des jeux de mots parce qu'évidemment, moi, je suis très inspiré du dadaïsme et du surréalisme. Et c'était que des jeux de mots comme ça sur le dadaïsme et le surréalisme. Tout le monde m'a dit, mais tu es fou, Vincent, on te connaît pour la mode, pourquoi abandonner la mode? Et j'ai dit non, mais je n'ai plus envie de faire ça. Et en fait, j'ai compris au fur et à mesure que j'avais vraiment bien fait d'abandonner la mode, qui était devenu un milieu très difficile, où les créateurs sont un peu comme des pions, on les change de maison, et ils ont surtout un rythme de collection. Nous, à l'époque, on faisait 2 collections, maintenant ils en font 4, et on ne les laisse plus respirer. D'ailleurs, beaucoup d'exemples de designers comme John Galliano ou comme Alexander McQueen ont été victimes de ce milieu. Moi, j'ai eu la chance d'en partir et de me retrouver à faire ce que je faisais et d'être libre. Parce que je pense que ce qui est le plus important quand on fait notre métier, c'est d'être libre et de réaliser ses rêves. Et voilà. Et donc, en abandonnant la mode, j'ai réalisé des rêves qui me plaisent beaucoup plus. Comment est-ce qu'on s'impose dans le milieu de la décoration quand on n'en vient pas directement ? Comment est-ce qu'on trouve ses premiers clients? Qu'est-ce qu'on réalise? Est-ce qu'on travaille pour des particuliers? Est-ce qu'on travaille pour des chaînes d'hôtels? Comment est-ce que vous vous êtes fait une place? Alors, bien, je vous l'ai dit déjà, ma collection était assez particulière, donc mes meubles étaient particuliers. J'ai eu la chance, il y a Mélina qui est dans la salle et qui est une grande journaliste qui m'a fait des articles dans Le Monde et j'ai eu la chance d'avoir tous les journalistes qui en fait voyaient quelque chose de nouveau. Et dans la mode, ce qui est très difficile, c'est que en fait, les pages de pub payent les parutions. Et donc, on ne laisse pas la possibilité à beaucoup de designers de pouvoir représenter leur travail. Or que dans la décoration, c'est un peu encore le contraire, parce que les maisons, ils font des pages de pub, mais l'intérêt pour les magazines, c'est de montrer le travail des gens nouveaux. Et j'ai eu la chance que AD, que le World of Interior, que tous ces gens-là s'intéressent à mon travail et me fassent beaucoup d'articles. Ça m'a fait beaucoup de presse, mais mon travail est un peu particulier de toute façon, donc ce n'est pas non plus que j'espérais gagner des fortunes.
Et j'ai eu des gens qui sont venus, donc j'ai beaucoup d'amis, donc au départ ça a été des connaissances qui m'ont demandé de faire leur appartement, comme Inès Sastre, ou qui était une mannequin que j'avais rencontrée à l'époque de Karl Lagerfeld, et aussi actrice, et puis aussi une amie italienne que j'avais rencontrée, qui avait un hôtel particulier à Paris. Ça a commencé comme ça, où j'ai commencé à décorer, et en même temps mettre mes objets dans la décoration. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je déteste le total look. Donc j'aime bien mélanger des objets anciens et des objets à moi. Parce qu'évidemment, ce que je fais est déjà assez particulier. Pour faire un total look, les gens, ils ont une overdose, quoi. Donc, il vaut mieux. Et puis, je trouve qu'en fait, c'est comme quand on s'habille. Il ne faut pas s'habiller avec un total look d'une marque. Il faut savoir mélanger avec des choses anciennes et des choses à soi et ne jamais avoir que des vêtements neufs. Je crois que la décoration, c'est la même chose. Il faut savoir mélanger et ça rend plus intime et plus... Voilà. Et puis après, petit à petit, j'ai eu d'autres personnes qui sont venues vers moi et qui m'ont demandé de décorer une boîte de nuit. Parce qu'évidemment, comme j'avais commencé à très jeune dans les boîtes de nuit, naturellement, les gens croyaient que j'avais encore envie de décorer les boîtes de nuit. Mais je ne sortais plus du tout. Mais en même temps, voilà, mon premier travail de vraiment pour des clients comme ça a été ça. Ça a été une boîte de nuit qui s'appelait le Montana, qui était rue Saint-Benoît, juste après le Flore. Et ce qui est amusant, c'est que ma mère, qui était à l'époque des existentialistes, qui a fait toutes les caves de Saint-Germain avec Boris Vian et Juliette Gréco et tout ça, m'a dit « Ah, mais c'est incroyable, je me rappelle de cette boîte, le Montana, on y allait, on dansait dans les caves. » Et donc j'ai redécoré cette boîte avec 4 sous, parce qu'évidemment, les gens vous donnent de la chance au départ, mais ils vous disent « Oh, ben, il n'y a pas de budget. » Et évidemment, moi, je suis l'agence touriste, que c'est toujours moi qu'on vient chercher pour des trucs comme ça. Mais j'ai accepté parce que je me suis dit, de toute façon, c'est intéressant. C'était avec des gens que j'aimais bien. Et puis, ça a été un succès. Et de là, c'était une minuscule boîte de nuit. Le tout Paris, underground, s'est bousculé là, du cinéma aux gens de la musique, aux artistes. Et le propriétaire a trouvé qu'il fallait racheter le tout. Il a acheté l'hôtel, parce qu'au départ, c'était l'hôtel Montana. Et donc après, je me suis retrouvé à faire 7 suites, toutes différentes, comme des appartements. Et j'ai fait appel parce que j'aime bien aussi ne pas être égoïste dans le travail. En fait, on a des amis, des gens qu'on admire, et j'aime les faire travailler. J'ai appelé des architectes qui sont, eux, totalement modernes, comme on disait tout à l'heure, et c'est les Bonnard-Le-Mercier. Et j'aimais bien la confrontation. Ils ont fait une façade noire qui a été un scandale parce que personne, en Angleterre, on a l'habitude d'avoir des façades noires, mais en France, à Paris, il n'y en a pas. Et ils ont repris la façade et ils ont fait ressortir ce côté années 30 et c'était sublime. Et en contraire, moi, à l'intérieur, j'ai fait un hommage à Paris, à Bérard, à Cocteau, à Serge Gainsbourg, comme l'idée que les gens, parce que j'ai voyagé pas mal dans la mode et je me rendais compte que petit à petit, on va à Tokyo, on va à Londres, on va à New York, on a la même décoration, les hôtels se ressemblent, la musique se ressemble. Et moi, je pense que quand on va dans un pays, on a envie de comprendre la source du pays et comprendre la structure et être comme invité par des Parisiens. Donc, mon idée, c'était vraiment que les clients avaient les clés d'un appartement, d'un excentrique parisien de toutes les époques. Et qu'est-ce que voilà. Et ça a commencé comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je continue l'enquête et puis on va en venir à l'exposition. On évoquait tout à l'heure ce mobilier français. Voilà, le décorateur, c'est celui qui dispose les meubles, qui pose les meubles. Quel regard est-ce que vous portez sur voilà, cet objet qu'est le meuble, ce fauteuil, cette commode qu'on a tous en tête chez nous, voilà. Est-ce que vous cherchez particulièrement à placer le meuble au centre de votre décoration ou est-ce qu'au contraire, il vient après la décoration murale, le sol et le plafond? Comment est-ce que vous voyez cet objet qu'est le meuble? Je pense que déjà, ce qui a été bien de cette exposition, c'est que, en fait, comme disait Hervé Lemoine, à une époque, les décorateurs n'étaient pas considérés comme une chose moderne. Et ce qui est amusant, c'est que notre époque est exactement pareille, parce que tous les gens, décorateurs, se font appeler architectes d'intérieur, parce qu'ils trouvent ça plus chic. Décorateur,
ça fait un peu chochotte, voilà, je fais de la décoration. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que pour moi, j'avais un grand ami qui s'appelait Pierre Le Tann et nous deux, on partageait avec évidemment Modiano et des gens comme ça, l'idée passéiste de la France, des arts décoratifs et de tout ce que représentait justement ce fameux chic. Et moi, je revendique d'être un décorateur, car premièrement, je n'ai pas fait d'études d'architecture, mais j'ai une vision différente, peut-être venant de la mode, de certaines personnes, mais je crois que les architectes sont des architectes et les décorateurs sont des décorateurs. Et ça, c'est bien de l'accepter parce que c'est un autre métier. Moi, je pense que notre métier, c'est fait quand on arrive dans un endroit et qu'on voit des proportions qui ne sont pas agréables, d'essayer de les transformer, d'essayer ou de les habiller, ou de casser des morceaux de mur, enfin de rendre. Moi, ce qui m'intéresse quand vous parliez du meuble, je pense que les meubles, c'est parfois un départ, mais ce qui est important, c'est comment on se ressent dans un espace et si c'est des clients privés, moi j'aime bien dialoguer avec les clients privés et puis voir ce qu'ils ont envie. Alors évidemment, il y en a qui ont déjà des meubles. Il faut mettre leurs meubles dans notre intérieur et ça c'est amusant. Moi je pense que ce qui est amusant dans mon travail et ce qui m'intéresse, c'est que chaque projet est un nouvel exercice de style. Je n'aime pas répéter les choses plusieurs fois parce que je trouve qu'on a tellement d'idées, enfin moi j'en ai tellement que j'ai déjà pas assez de temps, j'ai l'impression que ma vie sera trop courte pour pouvoir les utiliser toutes. Donc je me dis, qu'est-ce qu'elle a, ils ont ça, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je trouve ça moche, mais il ne faut pas que je dise que c'est moche. Il y a certains décorateurs qui disent, non, ça il faut le jeter, c'est horrible et tout ça, mais quel goût. Moi je trouve ça un peu méchant, donc j'essaye de me dire, mais comment je peux m'arranger pour placer ce meuble-là, mais que ça s'intègre bien dans ma décoration. Et ça c'est amusant parce que après, on comprend et on met les objets les uns avec les autres. Et puis, après, il y a les meubles qu'on choisit soi-même. Et cela, parfois, c'est ça qui va vous donner le là pour la décoration et qui va vous dire, tiens, on a acheté ce canapé extraordinaire, on va le recouvrir de telle couleur et puis on va mettre la pièce de telle couleur. Mais je pense plutôt que c'est un ensemble. Et c'est pour ça que le mot « assemblier » est assez intéressant, parce que c'est un ensemble de meubles qui doivent être cohérents. Et je pense que mon travail, oui, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Hervé. Vous qui avez cette mission d'ameublement au quotidien, donc qui êtes chargé d'arranger, de décorer le bureau d'un ambassadeur, d'un ministre, le vestibule d'une grande institution. Est-ce que les paroles de Vincent soulèvent un écho particulier ? Oui, c'est un écho particulier et une frustration. Parce que justement, nous ne sommes pas décorateurs. On ne peut plus l'être, plus exactement. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et oui, on ne peut pas arriver généralement en disant écoutez, là on va tout revoir, tout refaire, etc. Parce que non, là ces boiseries en bois doré, on va faire plutôt un rechampi d'une autre couleur, etc. Ces meubles-là, on va tout changer. Ça encore, on peut le faire. Mais on intervient justement plus. Et c'est une limite de notre exercice aujourd'hui, j'entends. C'est une limite de notre exercice. On intervient généralement comme simplement des fournisseurs de meubles, voilà, qui pouvons intervenir, mais que partiellement dans le décor, enfin, dans l'espace dans lequel nous sommes amenés à intervenir. Puisque, et on peut s'en réjouir d'une certaine façon, les contraintes budgétaires ou la maîtrise de la dépense publique fait qu'évidemment, on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant à cette époque, c'est-à-dire de dire on va composer tout un ensemble, on va travailler comme un ensemblier. Alors, aujourd'hui, c'est ça, la réalité de notre mission dans l'ameublement, une nouvelle fois, c'est, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, on fait de l'ameublement, c'est tout dire. On fait plus de décoration, ou pas assez de mon point de vue, et en tout cas, pas comme un ensemblier le ferait. On fait de l'ameublement. Et mon souhait, évidemment, pour le mobilier national, c'est qu'on revienne à cette idée de décoration, de dire
arrêtons d'intervenir que très ponctuellement en mettant quelques petits meubles qu'on va, selon notre vocabulaire, bichonner, c'est-à-dire qu'on va leur donner un petit coup de blush pour qu'ils fassent plus... Voilà, on va raviver un peu le vernis, on va lui redonner un petit peu de dorure, etc. Mais rarement on est amené à, je dirais... pouvoir faire une proposition d'ensemble dont on va penser, je dirais, la totalité de la décoration. Voilà. Pour des raisons de deniers publics, pour des raisons aussi souvent comment dirais-je, du fait que ce qu'on appelle nos bénéficiaires de droit, ou nos affectataires de droit étant des ministres et des ambassadeurs, ils travaillent, il faut reconnaître, beaucoup dans leur bureau, donc c'est difficile de leur dire, écoutez, vous partez pendant 6 mois et puis vous retrouverez un truc totalement transformé, d'autant plus que la durée des mandats ministériels de temps en temps ne permet pas d'inscrire dans la durée forcément ni les travaux ni le goût de l'affectataire. Donc bref, ça pose une vraie question, mais je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comment dirais-je, je ne dis pas ça du tout pour, comment dirais-je, regretter quelque chose, mais simplement pour vous dire que on travaille aujourd'hui. On va en tout cas de plus en plus travailler de façon à de nouveau à convaincre que cette mission d'ameublement doit être une mission de décoration globale, parce qu'une nouvelle fois, notre objectif n'est pas d'installer confortablement, je dirais, telle ou telle sommité de l'État, mais notre objectif et notre mission première, c'est vraiment de montrer une nouvelle fois le meilleur des arts décoratifs et de la création française de toutes les époques. Mais oui, parce que c'est en plus le mot ambassadeur, ça devient... C'est l'image de la France qui est représentée. Donc il vaut mieux qu'elle soit représentée dans son ensemble. Qui va remarquer un meuble perdu au milieu d'un vieux décor? C'est ça aussi. C'est que c'est mieux de pouvoir faire un ensemble, justement. Et je vais vous citer un exemple très concret pour rester sur les ambassadeurs. Oui. Aujourd'hui, quand on construit une nouvelle ambassade de France à l'étranger, c'est le ministère des Affaires étrangères qui est évidemment maître d'œuvre. Le budget pour aménager le bureau de l'ambassadeur, donc je parle de la totalité du bureau, tout, c'est 25 000 €. Alors ça peut paraître beaucoup pour certains, mais en réalité c'est très peu. C'est très peu, parce qu'une fois que vous avez acheté le meuble, 2 fauteuils, un canapé, et voilà, c'est terminé. Donc vous ne faites pas d'aménagement, de décoration, etc. C'est un budget qui ne permet plus véritablement de penser comme on le faisait à l'époque qui est le propos de l'exposition, que de penser un décor, un projet complet. C'est plus ça. Alors là, en ce moment, nous sommes en train d'essayer de repasser, je dirais, une forme de convention avec le ministère des Affaires étrangères pour qu'il nous redonne la main sur cela. On n'y mettra pas plus d'argent public que les 25 000 € en question, parce que c'est vrai que ni socialement ni économiquement la chose n'est possible maintenant. À charge pour nous de trouver des partenaires privés, notamment je pense à des grandes entreprises qui peuvent être implantées dans les pays dans lesquels, par exemple, on va faire cette ambassade, et qui, à mon avis, seront ravis, sous la forme de mécénat, de mettre 50 000 ou 100 000 €, ce qui est suffisant, pour pouvoir nous permettre de véritablement refaire un travail de décorateur, et voire même d'ailleurs de solliciter des décorateurs, ce que l'on faisait avant, des vrais décorateurs, c'est ce qu'on faisait avant. On disait, voilà, je vais vous citer un exemple, on va reconstruire l'ambassade de France en Inde. C'est quand même pas rien, l'Inde. Enfin, ça sera bientôt la 3e puissance économique au monde, c'est le pays le plus peuplé au monde. Bon, on va refaire une nouvelle ambassade de France à New Delhi. Je dirais, ça serait quand même triste de se dire que, eh bien, cette ambassade de France, on va la faire avec 25 000 €, et donc on va montrer l'excellence de la France et l'art de vivre français. Bon, non, évidemment que non, c'est pas possible. Donc il faut qu'on essaye de persuader, et je pense qu'on y arrivera, quelques très grandes industries bien installées, n'est-ce pas, en Inde, qui d'ailleurs sont les premiers à être ravis que l'ambassadeur de France puisse organiser un dîner avec des clients potentiels, avec des hautes autorités locales, enfin bon bref, etc. Et donc seront, à mon avis, tout à fait disposés à nous donner quelques subsides supplémentaires pour qu'on fasse un geste qui ait du sens et qui, effectivement, traduise vraiment ce qu'est la France et ce qu'est le goût français et ce que la France veut montrer d'elle-même aussi en 2026, ce sera le moment de l'inauguration de l'ambassade,
En Inde, voilà. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, on fait de l'ameublement, on fait plus de la décoration, on fait même pas d'architecture d'intérieur, on fait rien de tout ça, on fait de l'ameublement le mieux possible et on fait des choses bien sûr. Mais évidemment, on ne fait plus ce que l'on faisait auparavant, ce que l'on a fait à cette époque. Et en tout cas, notre souhait est de renouer avec cette tradition. On pourrait presque dire que l'exposition, pour le XXe siècle, montre les premiers ensembles décoratifs commandés par l'administration, ministère de l'Agriculture 1936, voilà, ambassade de Belgrade 1933, et les derniers, puisque l'exposition s'achève avec l'ameublement du ministre des PTT en 1965, commandé à Duplantier puis Raphaël Di Raphaël. Mais il est vrai qu'on serait sans doute bien en peine de présenter la même exposition pour les décennies suivantes. La dernière, je dirais, le dernier aménagement d'ensemble fait dans un palais de la République sur le sol français, ce sont les aménagements avec Pierre Paulin des appartements Pompidou. C'est la dernière installation un peu globale. Et quand Pierre Paulin réintervient à l'Élysée avec le mobilier national sous François Mitterrand, on n'est déjà plus dans un décor total, on est juste dans la création de quelques pièces de meubles que l'on va mettre avec du mobilier 18e, voilà. Mais on n'est pas dans cet esprit d'ensemblier. Et la dernière intervention globale, là aussi, d'une décoration conçue vraiment en amont pour une ambassade, c'est Berlin, avec Ports Park, mais il y a maintenant 30 ans. 30 ans, voilà. Et encore, c'était vraiment la toute dernière. Et avant, il faut remonter à 45 ans. Vous voyez, donc ça s'est perdu depuis entre 30 à 40 ans, en tout cas. Donc on va renouer cette belle histoire glorieuse. Peut-être une ambassade de France à New Delhi, décorée par Vincent Darré. Alors, cela nous ramène à cette exposition. Oui. Donc Hervé Lemoine vous a sollicité de façon très simple et très amicale pour déployer la scénographie de cette exposition. Quelles ont été vos premières réactions? Comment est-ce que vous avez réfléchi à déployer, à inventer cette scénographie? Déjà, c'est vraiment en fait un rêve. Quand j'en parlais déjà des rêves, toujours j'ai rêvé de pouvoir mettre en scène une exposition de ce genre-là. J'attendais que les arts décoratifs le fassent, mais non. Et quand Hervé Lemoine m'a proposé ça, je me suis dit, mon Dieu, mais quelle chance, je n'y crois pas. Et en plus, quand j'ai eu la chance de voir toute l'ampleur du mobilier que je devais mettre en scène, j'étais encore plus époustouflé. Et je leur ai demandé, en fait, le plus de documents possible, de voir comment était à l'époque, justement, dans chaque ambassade, comment étaient les meubles. Parce que moi, ce qui je trouvais intéressant, c'est justement ce dont vient parler Hervé Lemoine, c'est non pas ne présenter que des meubles, mais donner au public cette fameuse impression de rentrer dans un décor. Et donc, c'est un peu... Moi, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui ont des collections de magazines comme L'Œil, comme Connaissance des Arts, et j'admirais toujours toutes ces expositions universelles et aussi les expositions des décorateurs, parce qu'à l'époque, il y avait des expositions des décorateurs qui montraient leur travail. Et ce qu'a fait AD dernièrement avec Marie Calt, et c'est vraiment... c'est pour moi des images qui sont restées depuis très longtemps dans ma tête en me disant mais qu'est-ce que j'aimerais, souvent elles sont en noir et blanc, qu'est-ce que j'aimerais voir ça en couleur et en vrai. Et là donc c'était la possibilité de pouvoir réaliser ça. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'en fait dans cette exposition c'est comme un labyrinthe et un parcours à remonter le temps. Parce qu'on part des années 30. Ce qui est intéressant, c'est que les années 30, évidemment, comme parlait Hervé Lemoine, c'est le début du modernisme avec les années 20. Et puis après, on passe par le baroque des années 40. Et après, on revient au moderne avec les années 60 qui revisitent en fait des formes modernes, mais avec quelque chose de très coloré et pop, qui est un petit peu, c'est pour ça. Et ce qui m'intéressait aussi, ce dont on a parlé avec Hervé Lemoine, c'est qu'à la même époque, le cinéma représente tous ces univers. On fait travailler tant les grands couturiers
que les décorateurs et les assembliers à faire des décors pour les films. Et moi, j'aimais cette impression, en fait, que cette exposition soit aussi comme un film, et comme de rentrer dans un film, et que le visiteur devienne en sorte comme un acteur de ce film. Et partir des années 30, ce qui est, pour moi, c'est l'exposition 1937, quand on voit ces bâtiments éphémères, et de se dire que c'était prévu pour être éphémère, que le Trocadéro, que le musée d'art moderne, Palais de Tokyo sont encore présents et sont époustouflants par leur ligne et leur modernité, je me suis dit, on va pouvoir rendre hommage dans cette grande pièce, et commencer par un petit théâtre qui disent que en fait, le public va voyager, puis après, une ambassade reconstituée, et après, essayer de reconstituer ce que peuvent être dans des lignes pures et blanches la présentation du mobilier comme il a été fait à l'époque. En plus, ce qui est incroyable, ce que je découvre après, je connaissais l'exposition 1937, mais je ne connaissais pas ce fameux pavillon des Lumières, et de se dire que, en fait, le mobilier national, comme disait Hervé, se donne à cœur joie, et dans cette exposition, ils achètent des tonnes de choses, et ils achètent tous ces luminaires qui est au début où on ne les appelle pas à l'époque les designers, sont avec l'électricité et inventent des choses qui sont à couper le souffle en se mélangeant le métal, le verre et en faisant ce bureau extraordinaire qui est comme une espèce de féerie. Et de représenter, donc je me suis dit, je vais vraiment faire ce pavillon des Lumières et essayer que le public voit comment a été présenté ces lustres à l'époque. Et ça, en fait, ça a été la chance qui m'a été donnée, c'est vraiment que Hervé Lemoine m'a donné carte blanche et toute son équipe m'a suivi. Et de faire, en fait, je me suis arrivé, vous le verrez peut-être à la fin de l'exposition, il y a toutes mes petites aquarelles. Et en fait, moi, quand je fais un projet, je commence toujours par dessiner. Maintenant, les gens travaillent beaucoup avec l'ordinateur, mais là encore, moi, je suis un peu passéiste. J'aime faire mes petites aquarelles. Et ce que j'aime, c'est que, en fait, le dessin permet de rêver et en même temps de concrétiser des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous voyez les aquarelles, la réalité est exactement pareille. Et c'est ça qui est amusant. Moi j'étais surpris, je fais un petit dessin sur un format A4 et tout d'un coup, ça mesure 4,60 m de hauteur. Et donc je me dis, oh, mon Dieu, j'ai osé faire ça. Parce que, en fait, quand vous parliez comment de la mode on passe à la décoration ou un truc, c'est qu'en fait, il faut oser. Et ce qui est amusant de ce chic dont parlait Hervé Lemoine, c'est qu'en fait, c'est des gens qui osent. Et c'est ça, en fait, il faut oublier ses peurs et il faut oser pas dépareiller, comment on dit, non, quand on sort des rangs, voilà, merci, heureusement que vous écoutez, hein. Alors, et c'est ça qui est intéressant, et je pense que ce qui est amusant dans cette exposition, c'est que le chic ose, et qu'en fait, la modernité, qui parfois dans les années 40 n'est pas vraiment de la modernité, parce qu'on revient à un baroque, à des enluminures, mais elle l'est, parce que justement, c'est comme quand Christian Dior, après Chanel, qui a enlevé le corset, remet le corset, et tout d'un coup, on se dit, mais c'est vieux. Non, c'est pas vieux, c'est nouveau, et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'aussi, ce parallèle, moi, ce qui m'intéressait aussi dans cette exposition, c'est le parallèle entre la mode et la décoration, parce que les deux sont représentatifs de l'époque, tant la mode que la décoration. C'est très typé, on reconnaît un meuble des années 30, on reconnaît un meuble des années 40, on reconnaît une robe des années 30, 40 et 50, c'est ça qui est amusant. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que c'est des gens qui se disent, pourquoi je ne ferais pas le contraire de ce qui a été fait? Mais pas parce que je veux faire le contraire de ce qui a été fait, mais parce que l'innovation est un instinct de ces gens qui font des choses. Mais ce qui est beau, c'est que ce n'est jamais vulgaire. C'est toujours quand on voit
la chaise longue de Arbus en satin blanc que le Mobilier National a restauré, et qu'on voit tous ces pompons et ces galons, on se dit mais c'est absurde, ils ont vraiment fait ça, et on regarde le document de l'époque, et c'était comme ça. Arbus qui a quand même, qui est un pur et dur dans les lignes, même si les lignes s'envolent, et ben non, il rajoute des pompons et tout ça, et il n'a pas peur. Et ben ça c'est le chic, on voit ce truc, on se dit bah dis donc, c'est osé, mais ça marche comme une robe de Schiaparelli. Et justement, ce qui m'a intéressé, c'est Schiaparelli, dans les années 50, 40, était un peu la reine, comme l'avait été Chanel avant elle dans les années 30. Je me suis dit, on va faire un hommage à Schiaparelli dans cette pièce Rose Shocking, avec des arches de Galucha à verre, parce que justement, ce qui m'intéressait, c'est que les gens se disent, ah mais oui, c'est l'époque où les gens s'habillaient comme ça, où il y avait un turban et on mettait des vestes épaulées et les compensait. Ce qui est amusant, c'est que tous ces parallèles avec le cinéma, comme on voit les extraits, ce qui est très amusant, c'est qu'Hervé Lemoine a fait une recherche avec toute son équipe de retrouver des morceaux de films. En même temps qu'on voit l'exposition, on se retourne et on voit des films avec des décors délirants. Mais tout ça pour aussi, je trouve que ce qui est incroyable, que je ne savais pas, c'est que les Auriol font les mêmes choses que font les Pompidou à leur époque, refaire l'Élysée avec un mobilier qui est totalement nouveau. Et c'est vrai que Hervé Lemoine a raison, c'est dommage que notre époque ne permette pas ça, parce que qu'est-ce que nous exportons de mieux en France? C'est l'artisanat. Et on le fait avec la couture, la mode, mais l'artisanat, maintenant, les artisans du mobilier, quand on voit, moi ce qui m'a amusé aussi dans cette exposition, c'est de rendre hommage et de montrer que les artisans continuaient le même travail. Quand j'ai vu la commode de Groult, je connais très bien Lison de Caunes qui fait la marqueterie de paille comme son grand-père le faisait. Je me suis dit, demandons à Lison de nous faire une marqueterie de paille pour l'exposition, pour montrer que ce qui est merveilleux en France, c'est qu'on perpétue ces gestes et on continue à travailler malgré la modernité, malgré l'industrie, on continue à travailler avec les mains. La même chose quand vous allez dans la pièce là-haut, Mériguet-Carrère a réalisé les fresques d'un hommage à Bérard, et aussi ils ont fait, parce que je trouvais que ce qui était très symbolique des années 40, c'était les motifs en plâtre, les drapés que vous verrez qui sont autour de tapisseries de Picard Ledoux, des 4 saisons. Et chez ça, je me suis dit, mais c'est merveilleux. Ils ont acheté des ateliers de plâtre, et ils refont le plâtre et continuent à le travailler de la même manière. Et ça, ce qu'a fait le Mobilier National en restaurant dans leurs ateliers ces meubles, parce qu'il y a un travail, vous ne pouvez pas imaginer, avec Hervé Lemoine, quand on est arrivé aux années 50 et que c'était Guy Guichon ou La Rivière, c'était Guy Guichon, il y avait une chaise longue que vous verrez, qui est La Rivière. Une chaise longue extraordinaire qui est un objet de design, justement. C'est là où on voit que les gens n'ont rien inventé, que tout a déjà été fait. Je dis, cette chaise longue, où elle est? Alors tout le monde a dit, oh là là, mon Dieu, elle est dans un sale état, elle est dans un truc et tout. Non, on a dit, ah non, non, Hervé Lemoine, il a dit, il faut la restaurer. Et ils ont même retrouvé, c'est ce qui est génial, l'équipe, ce qui est merveilleux, c'est de travailler avec des gens, c'est une chance aussi, voilà. Je ne sais pas comment ça serait passé dans d'autres conditions, mais de travailler avec le Mobilier National, d'avoir la chance de dire, ah ben je voudrais une tapisserie de l'URSA, ah on en a une, je voudrais ça, ah on en a une, après il me manque un vase, oh ben il y en a un, venez, on va aller dans... Et c'est incroyable parce que vous traversez ces hangars qui sont un peu comme Orson Welles dans Citizen Kane, quoi. C'est du mobilier, mais vous êtes là, ah, vous pouvez choisir. Et donc c'est d'un luxe époustouflant. Et cette exposition a été faite vraiment avec enthousiasme, ce qui n'était pas facile parce que on le voit, j'espère, c'était très compliqué à faire, parce que moi j'ai trop d'idées parfois, et là il fallait les réaliser avec les moyens, et on a vraiment fait un travail en équipe, avec tout le monde a suivi ce vent de chic.
Hervé, un mot peut-être sur le travail des ateliers du Mobilier National, justement. Oui, c'est vrai que c'est un élément très important, je crois aussi, de ce projet, de cette exposition. C'est de montrer que d'abord, on avait, donc dans les années 30 à 60, on avait des métiers d'art qui étaient d'une maîtrise extraordinaire sur tout type de matériaux, parce qu'en plus, il y a une diversité de matériaux qui est d'une richesse extraordinaire, hein, à la différence effectivement là aussi peut-être de création un peu plus austère parfois et plus minimaliste, comme le disait Vincent Darré. Là on est quand même encore dans une époque où effectivement on prend les bêtes de Macassar, on fait des marqueteries de galucha ou de paille ou voilà, des incrustations avec du laiton, des marqueteries d'une très grande sophistication, etc. Enfin bref, il y a une profusion, je dirais, une grande diversité de prouesses techniques extraordinaires pour réaliser ces pièces qui paraissent d'une grande simplicité comme ça, mais dont on voit toute la maîtrise technique qui sous-tend la création de la pièce. Et ce qui est formidable, c'est qu'à l'occasion de ce immense chantier de restauration que nous avons mené, on a pu mobiliser les mêmes savoir-faire et ils n'ont pas disparu, j'ai envie de dire parfois, ils n'ont pas encore disparu. Et justement, l'objectif aussi d'une exposition telle que celle-là, c'est de dire soyons conscients de la chance que nous avons dans notre pays d'avoir ces savoir-faire et soutenons-les. Enfin, c'est très important. Et là, pour le coup, c'est vraiment une des missions aussi du Mobilier National, hein, de dire nous avons des gens qui ont un savoir-faire extraordinaire dans notre pays. C'est une des chances, un des atouts de notre pays. Donc, il faut absolument les soutenir. Et je crois que cette exposition, c'est aussi un manifeste, je dirais, ou un hommage, en tout cas, rendu à ces métiers d'art. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre scénographe a accepté qu'on mette parfois quelques petits écrans, je dirais, qui montrent le travail de restauration fait sur certaines pièces, parce que c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Je vois que le temps passe. On va être très heureux peut-être de vous demander si vous avez quelques questions à poser au scénographe ou au commissaire. Juste avant peut-être de vous passer la parole, je demanderai à Hervé et à Vincent de nous dire s'il y a un ou deux objets dans l'exposition qui sont véritablement leur coup de cœur, ou dont ils se souviendront encore dans 5 ou 10 ans. Moi, c'est en fait le travail d'Arbus, parce que on voit cette récamier en satin des années 30 et on monte dans les années 40 et on voit une évolution dans une autre récamier d'un style romain, antique, mais ces deux récamiers, c'est Arbus, moi, qui m'a... Parce que, en fait, on connaît beaucoup le travail de d'autres, mais la délicatesse et la puissance du travail d'Arbus et la légèreté et les proportions sont incroyables. Et pour moi, bon, bah voilà. Et puis cette petite chaise dont, comment elle s'appelle, Jeannette Laverrière. Non, la petite chaise noire en bas dans les années 30. René Proux. René Proux. Là, c'est un dessin en fer forgé, hop, comme ça. Et c'est incroyable parce qu'on est dans les années 30, ils ont tous des grosses lignes et tout ça. Et lui, il commence à partir dans l'espace avec une légèreté. Or que, voilà, ce qui est amusant aussi, c'est de voir toujours comment les gens réagissent avec leur époque et comment ils peuvent garder leur personnalité quand tout autour devient très rigide. Et vous ? Ah, c'est compliqué de choisir, si l'on peut dire. Ben, moi, quand même, je pense que c'est finalement... Il y a le travail de deux créateurs qui me restera comme vraiment un signal fort de cette exposition. Jeannette Laverrière, on l'évoquait, cette chaise longue et extraordinaire, et son petit bureau, le petit bureau de femme d'ambassadeur. Le concept est aujourd'hui politiquement incorrect au possible, donc ça me plaît aussi beaucoup, parce qu'aujourd'hui on dirait un mari d'ambassadeur, ou un mari d'ambassadrice, ou une ambassadrice ambassadeur, enfin je ne sais pas. Bref, peu importe, mais ce petit bureau est extraordinaire, de modernité, d'intelligence, de raffinement, etc. Donc Jeannette Laverrière, et puis aussi Raphaël, qui c'est la toute dernière pièce de l'exposition, avec ces meubles qui sont à la fois d'une
très grande simplicité, en lac de béca, c'est-à-dire en lac artificiel. C'est le premier à vraiment beaucoup utiliser le lac artificiel. Et je trouve que ces pièces avec ces panneaux de lac qui reposent sur des verres taillés, très très légers, qui sont totalement intemporels, et totalement de leur temps et totalement intemporels en même temps. Enfin voilà, donc moi c'est ces pièces-là. Mais si je continue, je vous dirais oui, puis il y a aussi ça. Et puis aussi j'aime bien Georges Defeur, parce que les meubles avec ce piétement en duraluminium, blablabla. On est d'accord. Voilà. Et Suzanne Guiguichon, la petite table basse de 1937. Voilà. L'idée, c'est de leur dire d'aller voir l'exposition. Oui, c'est ça, voilà, exactement, tout à fait. Voilà. Eh bien, écoutez, merci en tout cas de votre attention. Est-ce que ce qu'ont dit Vincent Darré et Hervé Lemoine ont pu susciter des questions? N'hésitez pas, on peut faire circuler un micro. Voilà, le micro arrive. Merci. Des questions ou des compliments aussi. Pardon, je vous... Non. Ça marche? Ça marche, oui. Pardon, je voulais Monsieur Lemoine, je voulais vous poser une question au sujet, revenir en arrière. Quand vous avez suggéré que l'époque Art Nouveau et l'émergence de l'Art déco a été survolée par le mobilier national, et comment se fait-il? Si vous voulez, on a considéré que c'était comment dirais-je, que c'était un moment de mode, mais qui ne correspondait pas au type de mobilier dont nous avions besoin pour accomplir notre mission d'ameublement des lieux officiels de la République. Que, grosso modo, l'Art Nouveau, c'était bien gentil, mais toutes ces formes un peu végétales, etc., n'allaient pas du tout, ne servaient pas la solennité des missions, n'allait pas avec la solennité des missions officielles de nos affectataires. Donc on continuait, nous, à l'époque, on meublait avec, je vous dis, de l'Empire, et avec du Louis XV, mais l'Art Nouveau ne s'intéressait pas. Et alors le début de l'Art déco avant d'arriver aux années 30? Pareil. Donc ça a été une conversion assez tardive, c'est Jeannot en fait qui va porter ça, qui soudain se dit mais il se passe quelque chose et on est en train de passer à côté, quoi, grosso modo. Et en tout cas, on voit très nettement que les acquisitions du mobilier national reprennent, pour ce qui est d'un style dit contemporain, si vous voulez, à cette époque-là, dans les années 30, 32, 33 en fait, même 30, mais voilà. Et c'est 37. 37, alors là, oui, ça je vous dis une nouvelle fois, on y va avec notre carnet de chèques, enfin en l'espèce le vôtre, si je peux me permettre, et voilà, et on achète énormément de choses, voilà. Mais pour les collections nationales, voilà, on achète beaucoup de choses. Mais c'est vrai que tout l'Art Nouveau, on est totalement absent. Je pense que depuis toujours, on meublait les ambassades avec des meubles historiques. On ne se lançait pas dans des innovations. Je pense que c'est comme ça que l'esprit était fait, parce qu'ils pensaient que ce que voulaient voir les étrangers, c'est le style français. Ce qu'eux imaginaient être le style français, mais ils ne comprenaient pas que le style français était en train de changer. Quand monsieur a dit tout à l'heure que la France a la chance d'avoir tellement de styles, ils ont mis du temps à comprendre qu'arrivait un nouveau style. Et ça, c'est... voilà, moi je pense que c'est là où les gens ont peur toujours de quelque chose de nouveau. Tout à fait. Et à ce moment-là, comme on se rend compte qu'effectivement le goût est en train de changer, que la France devient en plus véritablement un pays quand même qui sera un des pays à promouvoir l'art déco, justement, on va faire des grandes ambassades. Je pense à Belgrade, qui est un exemple extraordinaire d'ambassade, où tant l'architecture que le décor et le mobilier sera époustouflant. On en montre quelques pièces d'ailleurs dans l'exposition. Mais vous voyez, c'est une sorte de rattrapage, ou du moins de prise de conscience un petit peu tardive, mais un certain temps, voilà. On n'a pas d'ambassade art déco. Voilà. Sauf dans des ambassades, mais achetées avant. Mais bon, ça c'est autre chose. Et autre chose, quand vous parliez de fournir des éléments aux ambassades, et que vous avez des tout petits budgets, enfin qu'ils ont des petits budgets, vous ne pouvez pas fournir quand même beaucoup de meubles, d'objets qui sont dans le mobilier national à ces ambassades? Bien sûr que oui, c'est ce qu'on fait du coup. Bien sûr, c'est ce qu'on fait. Mais du coup, on n'est plus dans une démarche de promotion de la création, en tout cas, si vous voulez, et d'un goût qui serait celui... Donc c'est une mission différente. Voilà, c'est un peu différent. Or, nous,
ce qu'on aime bien ou ce qu'on voudrait bien faire, c'est tout faire, c'est-à-dire promouvoir à la fois évidemment les arts décoratifs, mais dans toute leur amplitude temporelle, c'est-à-dire de déposer effectivement, mais comme le disait Vincent Darré, ce qui est intéressant et ce qui est amusant, c'est de pouvoir mettre une tapisserie du XVIIe ou du XVIIIe siècle époustouflante, mais d'avoir une console totalement contemporaine sous cette tapisserie, de mettre une paire de fauteuils Louis XV absolument splendides en bois doré, mais d'avoir une table basse de Mathieu Le Hanner devant, enfin je ne sais pas. Vous voyez, c'est ça le goût français aussi, c'est la diversité des styles et la capacité parfois à les mélanger. Voilà. Or, avec les budgets qui sont consacrés aujourd'hui, en tout cas, à l'acquisition de pièces contemporaines et au budget même de décoration qui est pour ces lieux-là, objectivement, ça ne permet pas de le faire de façon satisfaisante. Ce qui fait que, pour avoir quand même vu, peut-être comme certains d'entre vous, beaucoup de ménagements d'ambassades de France récemment faits, objectivement, elles sont d'un niveau généralement inférieur à celle d'un Sofitel qui est voisin de quelques blocs. Donc on ne montre plus cette image de l'excellence et de l'art de vivre français. Or, alors c'est un argument qu'on va utiliser comme un levier pour nous, pour persuader aussi nos politiques d'investir de nouveau ce champ-là, c'est que la France est le pays au monde qui a pu développer les plus grandes industries du luxe. C'est pas un hasard. Si les industries du luxe sont pour la plupart françaises, et les plus grands groupes de luxe au monde sont français, c'est parce que, on a eu des manufactures royales depuis le XVIIe siècle, et parce que, je dirais, la France a incarné partout dans le monde un certain art de vivre, un certain raffinement qui s'est traduit au travers la mode, les parfums, le mobilier, la gastronomie, enfin voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on cherchait et ce qu'on trouvait dans les ambassades. Mais je pense que ce n'était pas une nouvelle fois simplement une question de... Si vous voulez, la difficulté de la période actuelle, c'est de faire comprendre que cette mission n'est pas une façon de contribuer au train de vie de l'État. Parce qu'auquel cas, si on considère cela, on arrête toute, je dirais, vous voyez, c'est même dangereux, je dirais. Si on comprend cette mission comme étant un élément de train de vie de l'État, c'est très dangereux et c'est très limitatif. Donc nous, ce qu'on veut faire comprendre, c'est que ce n'est pas un élément de train de vie de l'État, c'est un élément de promotion des atouts français et de nos atouts et de notre art de vivre, et que nous faisons, en faisant cela, nous aidons et aussi nous soutenons toute une industrie, tout un écosystème très important et dont la France a besoin. En tant que designer, je me pose la question de savoir comment éviter l'écueil dans lequel est tombée la mode, c'est-à-dire 15 000 collections par année et à renouveler, il faut absolument renouveler tout le temps, etc. Comment est-ce qu'on peut éviter cet écueil-là dans la décoration, à votre avis? Oui. En fait, les deux points de vue m'intéressent puisque... Alors, nous, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on ne fait pas de décoration. Donc, il n'y a pas de risque d'écueil, puisque de toute manière, on n'en fait plus, ou pas vraiment. Bon. En revanche, dans l'acquisition de mobilier, par exemple, là, pour le coup, on pourrait se dire, ça, voilà. Mais nous, on essaye de... On ne va pas privilégier un style, justement. Ce qu'on va essayer de faire, par exemple, c'est ce qu'on fait pour nos commissions d'acquisition. Je parle devant le directeur des collections, qu'on est le premier bénéficiaire. Donc, quand on achète dans nos commissions d'acquisition des pièces de jeunes designers, on essaye toujours, d'abord, on réunit un petit aéropage, je dirais, de gens passionnés et experts de la question. Et je leur dis toujours, l'idée, c'est pas de servir notre goût, c'est de se dire quelle représentation la plus large pouvons-nous donner de ce qu'est la création française en ce moment. Voilà. Et c'est d'essayer comme ça de capter des vrais talents. Alors parfois on va se tromper. Il y a des gens qui ne... Si j'ose dire, il y a des talents qui ne vont pas se confirmer. On va même faire sûrement des erreurs en achetant des choses finalement qui seront jugées comme peut-être banales et inintéressantes. Et puis il y a d'autres choses qui vont au contraire, on l'espère, je dirais, se révéler, se bonifier avec le temps et qui seront reconnus peut-être comme étant des moments effectivement importants de la création. Je pense que l'idée, mais c'est comme dans les acquisitions du Fonds national d'art contemporain, on achète
très largement, ou en tout cas le plus largement possible, en se disant, eh bien, le tamis du temps et le recul qui sera un jour évidemment porté sur ce que nous avons fait, nous rendra justice sur un certain nombre d'acquisitions, nous fustigera peut-être pour d'autres, mais au moins on aura essayé d'aider en tout cas à l'émergence de nouveaux talents. Voilà. Vous voyez, l'idée c'est ça. Voilà. Il faut assumer le fait de se tromper, ça c'est sûr. Et il faut effectivement éviter en tout cas d'être dans un seul courant, je dirais, décoratif ou dans un seul esprit ou courant en termes de création. Voilà. Vous voulez que je vous réponde? De toute façon, je crois que c'est impossible parce que la mode, vous travaillez pour des maisons et pour la décoration et le design, nous sommes nos propres maîtres. Donc c'est à nous de décider. Il y en a qui travaillent comme des fous pour gagner beaucoup d'argent et il y en a qui font d'autres manières. Mais c'est pas... Il n'y aura jamais, enfin je dis jamais, je ne sais pas moi, mais évidemment, si ça rentre, si de toute façon des gros groupes s'intéressent à la décoration et le design, ça changera, mais ça sera des gens qui travailleront pour eux. Mais pour l'instant, ce sont encore, ce qui est assez intéressant, c'est comme les artisans, c'est des personnes qui sont maîtres de leur emploi. J'ai trouvé très intéressante cette exposition. Et il y a un autre aspect que je trouve très intéressant qui est le travail de restauration qui a été fait sur ces œuvres. Que ce soit les lustres, que ce soit le mobilier, la marqueterie de paille et aussi le galcha. Et ma question c'est, est-ce qu'au Mobilier National, vous avez des équipes de restaurateurs dans tous ces domaines ou est-ce que vous faites appel à des restaurateurs extérieurs ? Alors au Mobilier National, nous avons 7 ateliers de restauration spécialisés, ébénisterie, menuiserie, enfin voilà, lustrerie, bronzerie, voilà. Mais nous n'avons pas tous les savoir-faire, malgré cela, j'ai envie de dire. Et donc c'est pour ça que ce chantier de restauration a été un moment formidable pour nous, d'échange aussi entre nos propres ateliers de restauration avec leur savoir-faire et des ateliers privés de restauration qui étaient plus spécialisés dans certains domaines d'intervention, la laque, le galucha, comme on le disait, le parchemin même, etc. Et c'est ce que nous recherchions d'ailleurs au travers ce chantier, c'est-à-dire une nouvelle fois d'abord d'aider ces petits ateliers de restauration très spécialisés à supporter la période du Covid qui les a privés d'une partie de leur clientèle privée, si vous voulez. Donc ça, c'était vraiment une action très volontaire de notre part. Et puis d'avoir un échange en termes de compétences entre eux et nous dans des domaines pour lesquels nous n'avions pas les compétences, sachant que par ailleurs, nous en avons que eux n'ont pas non plus. Et ça a été évidemment, de ce point de vue-là, très, très précieux. Nous avons un atelier de menuiserie en siège, donc par exemple, qui est un des derniers grands ateliers de menuiserie en siège en France, hein, où donc on a maintenu cette espèce de partition qu'il y avait dans les savoir-faire entre l'ébénisterie et la menuiserie de siège, qui est le domaine sans doute du mobilier peut-être le plus technique et le plus compliqué. C'est évident que dans les ateliers de restauration où nous avions confié un certain nombre de pièces, les restaurateurs privés étaient très heureux aussi de pouvoir bénéficier des conseils et des avis de nos menuisiers en siège. Vous voyez, voilà, donc ça a été un très intéressant chantier aussi en termes de savoir-faire, enfin un très beau chantier d'expérience croisée, j'ai envie de dire, entre ces ateliers privés et nous. Et nous, ça nous a permis aussi d'élargir considérablement d'ailleurs nos connaissances d'un certain nombre d'ailleurs d'ateliers qu'on a été sollicités, recherchés pour leur savoir-faire. L'électricité, c'est tout un sujet, hein, par exemple. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est un hommage aussi qui est rendu à tous ces savoir-faire à travers cela. Nous l'espérons bien. Nous y travaillons. Je voulais savoir, puisque vous continuez à enrichir vos collections, quelles sont vos dernières acquisitions? Elles sont nombreuses, nos dernières acquisitions. Ce que je peux vous dire peut-être sur ce qui nous guide dans nos choix aujourd'hui,
nous privilégions beaucoup dans nos acquisitions des pièces qui sont réalisées par des jeunes créateurs qui sont en auto-édition. Voilà. C'est-à-dire qu'on privilégie des acquisitions de pièces qui ne sont pas éditées par des grandes maisons qu'on peut connaître, si vous voulez, parce qu'il me semble que forcément, des maisons comme Ligne Roset, Silvera, Sina, Cassina n'ont pas vraiment besoin du mobilier national pour vivre, exister et diffuser leurs créations. En revanche, des tout jeunes créateurs qui investissent beaucoup de leur argent, il faut dire, et de leur énergie, de leur talent, pour créer quelques pièces, et dont on sait que c'est une ligne de crête difficile. C'est-à-dire que ces pièces-là, s'ils ne les vendent pas du tout, eh bien, ils peuvent plonger et arrêter leur activité. Bon, bah, voilà, nous, on essaie de porter une attention particulière sur ça. Et donc, souvent, ce que l'on demande à ces jeunes créateurs qui nous font des propositions d'acquisition, c'est que ce soit des pièces donc, qui soient vraiment marquées de leur empreinte en termes de création, que ce soit des pièces vraiment fortes en termes de personnalité, quoi, pour qu'on voit une intention derrière cela. Donc, et puis, que ce soit des pièces produites en petite série. Pas plus de 8 d'ailleurs, hein, donc on est un peu sous le régime de l'œuvre d'art, voilà, pour favoriser, je vous dis, le fait que c'est de l'argent public qui serve à d'abord, surtout, aider ces tout jeunes créateurs émergents. Ou d'ailleurs des créateurs plus confirmés, mais qui parfois ont encore des difficultés. Il ne faut pas faire de jeunisme hein, dans ce cas-là, parce que moi je connais beaucoup de créateurs très talentueux ou de gens beaucoup plus âgés qui ont aussi des difficultés parfois, et qui ont beaucoup de talent également, et donc on les aide aussi par des acquisitions. Voilà, je pense à Christian Gion, qui est quelqu'un que je trouve qui fait des choses formidables. On lui a acheté des pièces récemment. Bon ben voilà, vous voyez, voilà. Donc voilà, on a une édition, une petite publication hein, qu'on fait chaque année sur ces nouvelles éditions, et on organise une grande visite presse. Parce que là aussi, ce qu'on souhaite, c'est leur donner de la visibilité. C'est ce dont parlait tout à l'heure Vincent Darré. C'est très important d'être suivi par la presse et d'avoir des articles. Nous, on ne souhaite pas que ça soit sur nous. Enfin, le mobilier national, il existe, il existera encore demain. Bon, mais on profite de ces moments et de ces campagnes d'acquisition auprès de jeunes créateurs pour inviter la presse. La dernière fois qu'on l'a faite, on a eu 75 journalistes qui sont venus, dont près d'une dizaine de médias étrangers, et qui ont tous fait des papiers sur ces jeunes créateurs. Bah, on était très très heureux, et très heureux pour eux. Voilà. Ah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais terminer par une page de publicité. Vous êtes certainement en manque d'idées pour vos cadeaux de Noël. Voilà. Le catalogue de l'exposition Le Chic, art décoratif et mobilier français. L'éditeur nous a prévenu ce soir qu'il le réimprimait tellement il se vendait bien. Donc voilà, c'est rare pour un catalogue d'exposition, donc c'est une bonne nouvelle. N'hésitez pas à aller voir cette exposition si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Elle est ouverte au moins jusqu'au 29 janvier, donc vous avez encore du temps. Voilà. Et puis, je remercie très vivement donc Vincent Darré d'avoir accepté de partager cette soirée et son expérience avec nous, et Hervé Lemoine, donc président du Mobilier National. Merci.